Avant-propos. Ceci est mon premier podcast, aussi vous demanderai-je un peu d'indulgence, surtout du point de vue technique, que je vous promets d'améliorer très vite. Vous écoutez La main dans la main, un podcast qui vous emmène en tête-à-tête avec un enseignant. Qu'il soit à la maternelle, à l'élémentaire ou au collège, avec une ou des classes et leur contexte propre. Un enseignant qui vient nous parler des sciences dans sa classe, dans sa vision personnelle de son métier, mais aussi dans son histoire de vie. Je suis Gabrielle de la Fondation La Main à la Pâte. Docteur en biologie, mais aussi fille de prof, femme de prof et collègue de prof, je serai votre hôte. Aujourd'hui, je reçois Fatima. Fatima est professeure au collège dans un contexte d'éducation prioritaire. Elle est professeure de IST, une modalité un peu singulière qu'elle vous proposera de découvrir, saupoudrée de beaucoup de créativité et d'un brin de science-fiction. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bonjour Fatima. Bonjour Gabrielle. Quel âge as-tu et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors j'ai 39 ans et en fait je suis professeure de physique-chimie, de SVT et de technologie. Je veux dire que j'ai fait pas mal d'enseignements intégrés de sciences et technologies dans ma carrière. Tu peux nous expliquer ce que c'est rapidement ? Ouais, donc en fait c'est un enseignement qui a été expérimental pendant pas mal d'années, qui est devenu une option possible dans des collèges, ça se passe en collège. Et l'idée en fait c'est d'avoir un seul professeur pour les 3 matières de sciences expérimentales qu'on a en collège, pour faciliter la transition entre l'école et le collège. Puisqu'on passe d'un maître des écoles unique fin juin de son année de CM2 et on bascule en début de 6e après un été avec une dizaine de profs. Et donc au tout départ, l'idée c'était d'essayer de simplifier la vie, le quotidien des enfants, parce que ça reste des enfants au démarrage du collège, pour que ce soit un peu moins compliqué pour eux, qu'ils aient un peu moins de profs référents. L'intérêt pour le prof, c'était de passer plus de temps avec ses élèves, pouvoir mieux les connaître et du coup pouvoir mieux grandir avec eux. Je sais pas si c'est suffisamment clair. Ah ouais, tout à fait. Et alors il y a des différences par rapport à la réforme du collège telle qu'elle a été envisagée. On a entendu dire des fois ce serait une généralisation de l'IST, cette réforme. C'est pas exactement le cas, si j'ai bien compris. Non, la réforme, dans aucun des textes que moi j'ai pu lire officiels, voilà, quand on prend le bulletin officiel de classe du cycle 3, parce qu'il n'y a pas de bulletin pour la 6e, c'est indiqué nulle part qu'on est obligé de faire de l'IST. C'est impossible, mais c'était déjà impossible avant la réforme. Donc non, il n'y a pas d'obligation. Et on peut faire un très bel enseignement avec 3 professeurs, tant qu'ils se parlent, qu'ils se coordonnent. Et là, c'est difficile. Et quand c'est possible, ça donne des belles choses. Voilà, mais qu'il y a un prof ou 3, en fait. À partir du moment où c'est coordonné, réfléchi, c'est très très bien aussi. On va revenir un peu en arrière. Je voudrais t'entendre parler, toi, de ton histoire perso avec les sciences. Comment c'était les sciences à l'école quand t'étais petite ? Alors à l'école, j'en ai aucun souvenir, mais alors vraiment aucun. J'ai peu de souvenirs de l'école primaire, j'entends. En fait, mes premiers souvenirs, c'est le collège, et avec beaucoup de frustration, parce que ma relation à l'expérience consistait à regarder une fois tous les trimestres un professeur faire une expérience au bureau. Donc du coup, pour moi l'expérience c'est quelque chose qu'on a envie de faire mais qu'on peut pas faire. Après au lycée c'était différent parce qu'il y avait des plages spécifiques pour les travaux pratiques. Que j'ai eu la chance en seconde d'avoir une option qui n'existe plus, qui est morte assez vite, mais qui permettait aussi d'avoir des questionnements scientifiques et de vraiment tester, tâtonner. Sciences expérimentales ou quelque chose comme ça, ouais. Je me souviens plus très bien du nom, mais ça me rappelle quelque chose. Que plutôt finalement au lycée qu'on commence vraiment à tâtonner. Et ça t'a plutôt plu, puisqu'après, par la suite, après le bac, tu t'es plutôt tourné vers les sciences. Oui, de toute façon c'était mon univers, ça a toujours été mon univers. Alors moi je vais aller en école d'ingénieur juste après le bac. Donc j'ai choisi une école d'ingénieur en 5 ans avec une prépa intégrée parce que j'avais peur des prépas classiques. J'avais l'impression que je n'allais pas survivre. Je sais pas si je pouvais survivre au rythme, mais ce qui est sûr c'est que je pouvais pas survivre à l'ambiance. Le fait qu'on soit en compétition, qu'il y ait beaucoup de pression, qu'il fallait être meilleur, tout ça c'était pas mon univers. Donc j'avais peur de pas supporter cette pression-là, en fait, faut écraser les autres pour s'en sortir, ce qui est sans doute pas vrai, mais c'est ce qu'on m'avait décrit, et c'est pas vraiment ce que j'avais. Je m'épanouis pas vraiment dans ce genre d'ambiance, donc du coup, je savais que c'était pas pour moi, quoi.
Non, alors la prépa intégrée, de toute façon, c'est énormément de boulot, hein, ça c'est sûr. Mais effectivement, il n'y avait pas la même ambiance, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de concours. À l'époque, tu rentrais, bien sûr, il fallait être sélectionné, mais après, il n'y avait pas cette idée de concours. Donc du coup, oui, il y avait plutôt une ambiance bosseuse, studieuse, mais j'ai pas eu l'impression d'être entourée de gens qui me voulaient du mal, quoi. Et est-ce que tu as réussi à te libérer de tes frustrations scientifiques à ce moment-là, dans cette prépa? Ça se passait comment là-bas, les sciences? Bah, tu fais quasiment plus que ça, en fait, hein. T'as un petit peu d'humanité, un peu, mais pas tant que ça. Créneau de TP qui explose parce que c'est plus 2 heures, c'est 4 heures, voire suivant ta spécialité, ça peut être même plus que 4 heures. Oui, si tu passes ta vie, que ce soit au niveau théorique ou au niveau expérimental, dans la science, quoi, dans les sciences, parce qu'il n'y en a pas qu'une, quoi. Donc oui, c'était des bonnes études pour moi. C'était mon univers. On t'incitait à te questionner toi. Il s'agissait pas seulement de suivre un protocole. Ah si, j'ai eu une éducation scientifique extrêmement classique, avec des suivis de protocole quand on pouvait manipuler, mais jamais à l'époque c'était pas non plus très tendance. Non, en école d'ingénieur on avait c'était très très classique. Il y a un seul cours en 2e année avec un professeur assez compliqué, où il nous donnait un dossier d'entreprise avec une problématique qu'il fallait trouver tout seul et vas-y, débrouille-toi. Moitié jeu de rôle, moitié pédagogie de projet. Non, alors en fait toujours pareil, quoi. Le balancier, quand il est dans un sens ou dans l'autre, il est jamais bon, en fait. C'était trop extrémiste. C'est-à-dire, tu peux pas poser ce type de problème si t'es pas là pour accompagner, en fait. T'avais soit le côté trop dirigé, soit le côté trop débrouillez-vous les gars. Et donc en fait finalement ça fonctionne pas. Enfin, moi du moins ça fonctionnait pas. C'était un peu trop différent du reste des cours à mon avis, et puis peut-être pas assez accompagné. Et alors comment t'en es venue à enseigner? C'est mon 2e métier en fait. C'est-à-dire que j'ai démarré, je suis ingénieure donc, de formation, j'ai été ingénieure pendant 3 ans. Donc, j'ai travaillé dans 2 entreprises différentes. Puis je pense que j'étais un bon ingénieur, quoi, mais je m'éclatais vraiment pas. Je passais pas mal de temps à travailler parce que c'est un métier qui est extrêmement prenant, mais vraiment ça m'éclatait vraiment pas. C'était quel domaine d'ingénierie? Alors moi je suis ingénieure génie électrique. Donc du coup, j'étais pas à la bonne place en fait. Même si sans doute j'étais performante, j'ai l'impression d'après ce que je pouvais avoir comme retour de ma hiérarchie. Mais vraiment c'était un peu la tristesse, quoi. Un peu oh là là, faut aller bosser, quoi. Et puis un jour j'ai décidé de prendre le temps de réfléchir justement, à me dire est-ce que t'as envie de continuer à pas vraiment aimer ton quotidien au travail, ou est-ce que t'as envie de faire autre chose? Et ça faisait pas mal, depuis le début en fait, depuis le lycée je pense, j'avais envie d'explorer l'enseignement, mais pour plein de raisons, je m'autorisais pas cette piste-là, quoi. Et puis là j'ai décidé de m'autoriser. Donc du coup j'ai démissionné de mon travail, j'ai pris 1 an pour préparer le concours, je suis devenue prof. Alors c'est tout double, hein, c'est-à-dire que je suis allée au bout, quoi. J'avais fait des observations de classe avant quand même de prendre la décision d'arrêter d'être ingénieur, mais bon, tant que tu rentres pas dans la salle avec les 30 gamins, que tu fermes pas la porte, que t'es pas tout seul face à tes 30 gamins, tu sais pas si t'es fait pour ce métier, et tu sais pas ce que c'est qu'être prof tant que t'as pas vécu cette situation-là, même si tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est, en fait, non. Donc t'as pas la responsabilité de tes 30 gamins en face de toi, et que tu sais pas ce que c'est. Et du coup donc, j'ai eu le concours et mon année de stage, donc première heure de cours avec les secondes 6, je me souviens alors que je me souviens de moins en moins de choses, mais alors eux je sais que c'est les secondes 6, donc 31, c'était 31, je me suis sentie à ma place pour la première fois, professionnellement. Je pouvais pas juger de mes qualités de prof, je savais pas toujours très bien ce que je faisais des fois, au début c'est compliqué, mais j'étais vraiment à la bonne place et je m'éclatais, donc du coup je me suis dit que j'avais bien fait. Alors Fatima, ça tombe bien, je suis en élève en seconde 6, comment ça se passe les sciences avec toi dans la classe? Peut-être maintenant, pas au tout début, au premier cours, mais maintenant, comment ça se passe les sciences avec toi? Ah, maintenant, ouais, parce que j'ai envie de te dire, avec la seconde 6, c'était assez classique. Il y avait systématiquement une expérience en classe entière, une expérience de cours, la fameuse qui me frustrait quand j'étais en 4e ou en 5e. Alors, pour le coup, c'était fait par moi souvent, et puis vers la fin de l'année scolaire, parce qu'un peu plus de confiance,
Je crois que ça pouvait arriver que ce soit un élève. Non, pas la première année. Après. Première année, non, c'est moi qui faisais des expériences au tableau. J'essayais vraiment de mettre l'expérimental le plus possible, donc systématiquement en TP des manipulations, ce qui est pas toujours le cas, mais voilà, une volonté que l'expérimental soit là, et puis aussi de raconter des histoires. Moi, j'aimais beaucoup, je pense qu'il y avait quand même des aspects historiques que je développais. J'aime bien cette idée de réfléchir et de savoir un petit peu où on en est par rapport à l'histoire. Maintenant en 6e peut-être plutôt, puisque ça fait longtemps que j'ai quitté le lycée. Je pense que mes 6e, c'est compliqué des fois les sciences avec moi, dans le sens où je leur demande d'être très présents, je suis assez exigeante, donc du coup on peut pas juste s'asseoir et m'écouter parler, puisque je parle certes pas mal parce que je reste un prof et je parle quand même beaucoup, mais c'est assez exigeant ce que je demanderais. Je pense que c'est pas facile. Dans le sens impliquant. Ouais, dans le sens impliquant et dans le sens dans le sens de faire des choses vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup alors moi je connais surtout l'éducation prioritaire, donc je vais parler que de ce que je connais et c'est ma vision, ça n'engage que moi, mais on a beaucoup d'enfants et de familles en éducation prioritaire qui veulent la normalité. La normalité, c'est important parce qu'à la maison, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours normal, entre guillemets. Donc du coup, à l'école, on veut quelque chose de très traditionnel, de très normal. Et donc, on veut un cours limite magistral, voire gentiment dialogué. Et du coup, on a plein d'enfants qui ont l'impression que travailler, c'est recopier au tableau, recopier sur son cahier ce qu'il y a au tableau. Et donc, dès qu'on est dans autre chose que ça, c'est extrêmement compliqué pour les enfants, mais aussi pour le prof qui essaie de le mettre en œuvre. Est-ce que tu peux nous décrire un peu autrement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Tu peux donner un exemple de projet et comment vous avez travaillé dessus? Tu veux que je t'explique une séance, par exemple, comment ça peut démarrer une séance? Ouais. Déjà, il y a un protocole de démarrage qui est particulier, qu'ils n'ont pas ailleurs en général, qui est pensé pour la continuité avec l'école, mais qui n'est pas que basé sur ce qui est fait en école primaire. Donc en fait, on démarre déjà, ils ont des métiers, ils ont des responsabilités, donc ils ont un certain nombre de choses à faire au démarrage de la séance. Donc il y a celui qui va distribuer les petits cahiers d'expérience, qui reste dans la salle de classe, il y a celui qui va s'occuper d'animer le début, il va faire l'appel, il va lancer le cruc, il y a celui qui donne la parole. Alors le cruc, c'est quelque chose de super intéressant, on va peut-être pas avoir le temps de le détailler là, mais on pourra mettre en lien du podcast ailleurs vers un article de blog qui explique ce que c'est que le cruc, parce que c'est fabuleux. Et donc du coup, après ce sas entre le dehors, qui est le couloir du collège, et la salle de classe qui est dedans, après ce sas là, après on va en général se poser une question, se poser une petite question de science, et à partir de là ils vont avoir 3 ou 5 minutes, ça dépend un peu de la difficulté du questionnement, pour en silence dans leur petit cahier, tout seul, dans un premier temps, essayer de voir un peu comment répondre à ce questionnement. Alors ce questionnement, soit c'est juste une question, soit c'est une situation avec un petit bout de vidéo avant, soit c'est une expérience qu'on fait, après on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Quand c'est une question, en général, c'est une question qui vient d'un enfant, mais qui a été posée bien avant, parce que tu vas pas improviser une séquence de classe à partir d'une question d'enfant, mais c'est important de prendre en compte leurs questions. Ça a pu émerger d'une séquence avant. Ouais, d'un cruc. Ça peut être une question qu'on s'est posée pendant un cruc. Il faut vraiment aller voir ce que c'est que le cruc. Ou alors, parfois, t'as des questions qui émergent d'autres disciplines avec d'autres gens, ça arrive? Ça, malheureusement, non, parce que les gamins sont très cloisonnés comme les profs, en fait. Donc, c'est assez rare. Si une question vient d'ailleurs, c'est qu'elle a été travaillée entre professeurs. C'est que t'as un projet, moi que j'ai un projet avec une collègue dans l'histoire géo, et on construit ensemble une séquence, et effectivement, il y a eu des choses qui se sont passées en histoire géo, on en a discuté avec la collègue, et on les reprend en sciences. Spontanément, non. Ce qui peut venir spontanément des enfants, c'est ils ont vu un truc à la télé, ils ont lu un article quelque part, et ils t'en parlent. Voilà. Le problème, c'est souvent, ils te disent, j'ai vu ça sur Internet. Alors, tu dis, oui, mais alors c'est un peu grand, Internet. Est-ce que tu peux me préciser ta source? Et souvent, là, ils l'ont plus. Donc, du coup, c'est compliqué de répondre à une question quand t'as pas le contexte. Mais, voilà. Donc, on part sur un questionnement. Donc, il y a ce temps cette phase individuelle auquel je tiens énormément. Parce que ça permet de casser le fait que la dynamique, elle se passe qu'entre 3 ou 4 élèves assez rapide et assez
pertinent et rapide. C'est-à-dire qu'il faut avoir 2 compétences, quoi. Faut être assez à l'aise et en plus être super rapide. Et pour éviter ce dialogue entre 3-4 élèves et moi, c'est un chargé de mission qui est venu inspecter qui m'avait proposé de basculer quelques minutes à l'écrit, même que 1 minute. Et effectivement, c'est pas tout à fait les mêmes qui prennent la parole quand t'as ce temps-là, sachant qu'après la mise en commun, elle dépend du temps que j'ai, de ce que je suis en train de travailler. Voilà, c'est-à-dire que si la priorité c'est vraiment que chacun puisse exposer, ça dépend ce que tu travailles comme compétence chez les enfants, mais ça peut être juste ceux qui veulent donnent leur mettre en commun leurs idées. Ça peut même ne pas du tout être mis en commun tout de suite avec la classe. Ça peut être à partir de ce temps de travail individuel, on va se mettre en équipe de 3 et 4 élèves. Et là, on va se raconter ce qu'on a trouvé, ce qu'on a imaginé, et on va commencer à travailler ensemble. Donc ça, la mise en commun, elle peut être à plein d'endroits différents. Suite à ce temps de mise en commun, qui soit avec l'ensemble de la classe ou juste en équipe de 3 à 4 élèves, on va commencer à essayer de voir. Après, c'est toujours compliqué parce que c'est pas forcément expérimental en fait. Ça peut être aussi une recherche documentaire. La science, c'est aussi beaucoup de biblios en fait. Donc ça peut être aller faire une belle recherche documentaire comme il faut, analyser les sources, les valider. Donc il y a du tâtonnement expérimental, mais pas tout le temps. Enfin, il y en a beaucoup dans ma salle de classe, mais il n'y a pas que ça. Parce que c'est important d'apprendre à chercher, faire efficacement, et puis à le faire aussi avec un petit esprit critique, toi qui adore, qui est fan, de se rendre compte que peut-être que quand on est sur les phases de la Lune, un site internet religieux, c'est peut-être pas la source d'information qui correspond au cours de sciences. Voilà, on a le droit d'y aller si on veut sur son temps personnel, mais c'est pas forcément ce que nous on va considérer être une source valide, ou du moins c'est au moins une source où on va se poser des questions. Voilà, on va dire est-ce que c'est valide, est-ce que c'est sérieux ou pas, est-ce que c'est fiable ou pas. Donc là, tes élèves investiguent d'une façon ou d'une autre, quoi. Que ça soit par l'expérimentation, ils vont tâtonner, quel que soit le tâtonnement avec des supports très différents. Pas tout seul, pas avec bien sûr un accompagnement de l'adulte qui reste une position qui est pas facile, parce que tu dois être suffisamment loin pour qu'il se passe quelque chose entre eux et que ça avance, mais suffisamment proche pour que ça soit pas non plus ils vont pas redécouvrir tout en 1 heure, quoi. Donc à un moment donné, il faut aussi être là pour poser des questions, pour relancer et pour leur apporter à un moment donné des éléments, quoi. Enfin moi surtout avec des enfants très abîmés par le système, parce que je reviens à mon début avec des enfants qui pour eux travailler c'est recopier bêtement le cours qui est écrit au tableau, même pas l'écouter, juste recopier, le fait d'écrire, quoi. Du coup ces enfants-là, leur demander d'imaginer une réponse à un questionnement, de le valider par une expérience ou par une recherche, c'est extrêmement angoissant. Et pour certains enfants, au démarrage d'une année, c'est pas possible, quoi. Et donc, des fois, on me demande, tu sais que je ne suis pas une grande fan du mot investigation, tu as compris, ça fait pas mal d'années qui me gêne. Mais si je dois définir le mot investigation, pour moi, c'est prendre le chemin qu'on a besoin de prendre. Et certains enfants, le chemin qu'ils ont besoin de prendre, c'est celui du prof. Et il y a certains enfants, avant de pouvoir, au bout de quelques mois, imaginer leur propre piste de réflexion, leur propre façon de faire, ils ont besoin de prendre le chemin du prof, quoi. Donc il y a certaines équipes où à un moment donné, faut les laisser patauger un petit peu parce qu'il faut quand même qu'ils se rendent compte qu'ils ne savent pas et qu'ils sont un peu bloqués, mais pas trop longtemps parce que sinon après ça l'angoisse, et du coup en éducation prioritaire l'angoisse peut créer des situations très très problématiques et très violentes, mais c'est vrai que c'est important des fois de juste leur dire moi à ta place pour répondre à ces questions-là je m'y prendrais comme ça, tu fais comme tu veux, mais moi j'aurais tendance à faire comme ça, c'est l'idée qui me viendrait. Bon, en même temps toi t'as bossé dessus pendant des heures donc tu sais bien ce que toi tu ferais, mais du coup ça fonctionne, du coup ça permet de différencier aussi les parcours, parce que le problème aussi du protocole hyper directif, c'est que quand t'es extrêmement à l'aise, c'est aussi assez gênant, en fait. C'est-à-dire que finalement, alors ça vient pas de moi cette image, mais je la trouve vraiment chouette. C'est une formatrice à un moment donné qui parlait de la différenciation et qui disait en fait marcher avec des béquilles quand t'as pied dans le plâtre, ça t'aide les béquilles, mais quand tu marches t'as pas de souci, en fait des béquilles c'est gênant, tu marches moins bien avec des béquilles que sans béquilles, et voilà. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant le fait de les laisser tâtonner, parce que certains en fait ont pas besoin de toi pour inventer des choses incroyables et redécouvrir des choses assez pointues même en 6e, mais certains qui ont besoin de toi, et du coup ça permet ce fonctionnement en petite équipe, ça te permet déjà d'avoir une autre relation
au groupe, parce que t'es plus face à 30 petites personnes, mais t'es face à un certain nombre de petits groupes. Donc déjà, t'as moins d'entités en interaction avec moins d'entités. Et aussi, ça te permet de les aider à trouver le bon chemin pour eux, pour investiguer, comme tu dis, le questionnement sur lequel ils planchent. Donc toi, t'as un peu un rôle de guide, quelque part, à distance pour ceux qui ont moins besoin de toi, plus proche pour ceux qui en ont besoin, et puis il y en a certains que tu guides vers l'investigation, en fait. Oui, après, effectivement, à terme, de toute façon, t'as une progression qui va pas être la même suivant l'enfant. T'as des enfants qui tout de suite... mais après, c'est aussi parce qu'en 6e, t'as des gamins qui viennent de plein d'endroits différents, enfin plein d'endroits, qui viennent d'un certain nombre d'écoles différentes. Donc t'as aussi des gamins qui, des fois, sont pas forcément plus à l'aise au démarrage, mais qui ont fait plus de sciences, en fait, alors que d'autres n'en ont pas fait. Il y a aussi ça qui joue dans le cours de sciences, qui joue peut-être moins dans le cours d'histoire géo ou de mathématiques. C'est que il y a aussi des enfants qui ne connaissent que leur tâtonnement d'enfants à la maison avec leurs parents, voilà. Et puis t'as ceux qui ont déjà reçu, qui ont déjà travaillé ces questions en classe, quoi. Donc c'est quand même pas, ils ont pas la même culture entre guillemets des sciences, enfin en sciences. Et du coup, oui, effectivement, ouais, on les guide. Après, je pense que c'est aussi important de parler des très bons élèves, parce que je trouve que des fois on les oublie un peu. Ce que j'aime bien avec l'investigation, avec ce fonctionnement-là, c'est que ces très bons élèves, je les guide quand même si c'est plus loin, mais surtout je les guide plus haut. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont vraiment très à l'aise, où là on va pouvoir aller beaucoup plus loin, je vais pouvoir leur donner des choses complémentaires à regarder ou à lire, parce que ils en sont au point où c'est possible pour eux d'aller regarder de ce côté-là. Ça m'amène à la question du rapport de tes élèves à la science. Voilà, ils ont ce rapport qui découvre avec toi, mais quand ils arrivent, je suppose qu'ils sont pas vierges de science. Quelle image ils ont de la science? Quel est leur rapport à ça? Bonne question. Ceux qui en ont fait à l'école, ils ont en général une culture au moins du vocabulaire, notamment les geeks des dinosaures, quoi. Ceux-là, ils m'éclatent, quoi. Ils sont toujours capables de te sortir des noms, des trucs. Là, tu fais, ouais, quand même. Non, ça, je connais pas non plus. Mais, il va y avoir les enfants qui, soit pour des raisons personnelles, parce qu'à la maison, ils ont exploré ces pistes-là, et peut-être qu'à la maison, on a pu les aider. Il y a des enfants qui auront un bon niveau de vocabulaire, qui vont savoir des choses. Ils vont savoir des choses. Après, s'ils ont eu un prof qui travaillait autrement, je l'ai repris sur le mot autrement tout à l'heure, mais qui les faisait un peu, qui essayait de leur faire toucher ce qui est la science en classe, ceux-là, ils vont avoir un protocole en tête, quoi. Ah ouais, là, il faut faire l'hypothèse, après il faut faire le schéma, après, bon, calmons-nous. L'hypothèse, à ton âge, tu peux pas en formuler, en fait, tu peux formuler des idées, mais de là à faire des hypothèses, c'est un mot un peu compliqué, quoi. Donc, du coup, certains vont avoir cette culture-là de la démarche, qui est plutôt une démarche scolaire, finalement, qu'une démarche scientifique. Après, et qui s'applique pas toujours, elle est pas toujours adaptée à tous les sujets. Tout à fait, non, mais c'est pour ça que je pense qu'elle est plus scolaire finalement que réellement en prise avec ce qu'est la science et la nature de la science. Mais après, il y a aussi des enfants qui ont juste des idées, ils sont persuadés que la lune les suit. Ils ont raison. Moi aussi, je pensais longtemps petite que la lune me suivait. J'étais quelqu'un de très très important, donc la lune me suivait. Non, après, voilà, on est vierge de rien de toute façon, parce que on grandit avec on est dans un environnement et après, on va être plus ou moins rigoureux dans le vocabulaire qu'on utilise et dans les idées qu'on a. Ils doivent avoir une image qui leur vient aussi des séries ou de la culture pop pas tant que ça, en fait, parce que j'ai pas l'impression que, du moins, les générations d'élèves qu'on a actuellement, regardent beaucoup de séries. Oui, alors les Simpsons, c'est vrai que les Simpsons, j'ai dû discuter pendant pas mal de temps sur les Simpsons et la radioactivité. Ça, c'est, voilà, les Simpsons, oui. Enfin, c'est vrai qu'il y en a, mais je pense moins peut-être que notre génération à nous. Baigné de NCIS, on a beaucoup regardé ça. Ouais, moi j'ai regardé beaucoup de science-fiction avec mes parents. NCIS, oui, tu veux dire la police scientifique, ouais, si, peut-être, effectivement, ouais, avec forcément la technicienne de labo qui est une gothique et tout, qui manipule des liquides colorés, tout. Et puis tous les tests, au bout de 5 minutes, t'as la réponse, il y a un graphe de malade, puis pile poil la réponse que t'attends, C'est vrai que ça, c'est un truc, quand tu as un TP d'1h30 et t'as pas la réponse en 5 minutes
pendant un CIS, parfois t'es choqué que la science ça prenne du temps, et tu découvres ça en la faisant finalement. Mais je pense que j'ai pas l'impression que mes élèves avaient regardé beaucoup de dans ce qu'ils j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de télé-réalité en fait dans ce qu'ils regardaient, et il n'y a pas de télé-réalité en labo. Je pense que c'est un concept. Oui, là à mon avis ça pourrait prendre. C'est un appel à toutes les sociétés de production, une bonne Science Academy. Ce serait parfait. Voilà, mais oui, mais t'as raison, il y a quand même NCIS et les Simpsons, je me souviens. Après, et t'as parlé de science-fiction, toi t'adores la science-fiction, tu enseignes avec la science-fiction. Oui. Bah oui, forcément. Oui, j'ai grandi avec des parents qui regardaient beaucoup de séries policières, type NCIS, et beaucoup de science-fiction, plus ou moins de la bonne science-fiction. Et c'est vrai que j'ai grandi avec ça. C'est sans doute, je pense que quelque part, c'est ce qui a fait que je me suis intéressée aux sciences, quoi. Quand même, quoi. Et effectivement, alors, toujours dans cette optique de m'éclater au travail et pas juste de faire des trucs parce qu'il faut manger. Au démarrage de ma carrière, donc j'étais plutôt prof très classique dans le sens du terme, hein. Je veux dire, je préfère un bon cours dialogué, bien mené, sérieusement, que un tâtonnement expérimental mal maîtrisé et mal. Et puis quand on est prof, faut vraiment faire, à mon avis, ce qui nous convient, plus que voilà, c'est des profs qui font des cours magistraux qui sont absolument phénoménaux, qui te permettent d'apprendre je pense qu'on a tous, c'est un métier où il faut être en raccord avec ce qu'on est en train de faire, en fait. Moi, je suis incapable de faire un cours magistral. Je pense que tout le monde s'endort au bout de 5 minutes et voilà, mais c'est chacun son truc. Et c'est vrai que du coup, j'ai démarré, j'ai fait des petites choses en science-fiction, j'ai osé un ou deux trucs, mais pas trop. Mais après, un jour, j'ai rencontré Roland Lehoucq. Alors, dis-nous qui est Roland Lehoucq. Tout le monde ne connaît pas Roland. Non, tout le monde ne le connaît pas encore. Donc, qui est astrophysicien au CEA, donc au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et donc c'est un chercheur en étoiles. C'est comme ça que je le présente à mes élèves, parce que du coup, ça parle mieux aux gamins que juste astrophysicien. C'est un mot un peu compliqué pour des enfants de 10 ans, quoi. Et effectivement, Roland Lehoucq c'est son truc, hein, il utilise la science-fiction pour essayer de faire passer des notions scientifiques et même à des niveaux très élevés, hein, et avec des étudiants en école d'ingé, il est capable de faire des cours incroyables à partir typiquement, au niveau prépa, je l'ai déjà entendu leur dire, sachant que Superman est capable de soulever une voiture de telle façon avec tel angle, calculer la pression atmosphérique du Krypton. Vous avez une heure. Ouais, ça m'étonne pas. Et donc du coup, je l'ai rencontré et j'ai eu la chance de le rencontrer et de travailler avec lui. Il y avait à l'époque aussi Jean-Marc Bonnet-Bidot, qui est aussi astrophysicien au CEA. Et c'est rigolo parce qu'actuellement, je travaille sur des choses que fait Jean-Marc. Donc au début, j'ai plutôt commencé avec Roland Lehoucq, et puis là je me rends compte que je suis en train de basculer dans l'histoire des sciences et que du coup je m'intéresse à ce que fait Jean-Marc Bonnet-Bidot pas mal actuellement, et du coup ça m'a complètement je me suis sentie très détendue. Je me disais je le faisais de façon ponctuelle, un peu cachée, et puis là d'un seul coup j'avais c'était possible, et des gens très 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 bien, très calés se permettaient de le faire, donc moi aussi. Et donc du coup j'ai mis beaucoup de science-fiction en classe. Ça les motive, les élèves, la science-fiction? Ça dépend. Il y a des gamins qui sont un peu geeks, alors ça leur parle tout de suite. Il y a ceux qui le sont moins, mais qui sont prêts à jouer le jeu. Et puis après, t'as tout un tas de gamins. Au départ, ils vont pas. Et puis, c'est comme toujours, on réussit à les convaincre en faisant. Parce que j'avais démarré il y a une année. C'est une classe de 3e. C'est toujours plus compliqué. Plus tu montes plus c'est compliqué. Les 6e sont beaucoup plus flexibles et souples et créatifs et prêts à plein de choses que des gamins de 3e, c'est sûr. Puis les gamins de 3e avec un fort taux de décrocheurs. Une classe très compliquée, avec une histoire très compliquée sur 3 ans. Et donc je me suis dit, j'avais passé 1 an à travailler avec Roland Lehoucq et Jean-Marc Bonnet-Bidot sur le projet Mars, il y a pas mal d'années maintenant.
Après j'ai demandé à Roland, tiens, j'aimerais bien, si tu veux bien avoir ton aide j'aurais faire une progression entière en science-fiction sur le niveau 3e. Vu la classe que c'est, de toute façon, il faut que je sois créative, sinon ça va pas marcher, quoi. J'ai commencé l'année avec des filles qui me disaient ouais, mais la science-fiction c'est un truc de garçon, vraiment en mode ado insupportable comme on les adore. Et puis à la fin j'ai eu non mais madame, c'est une bonne idée en fait. Ce qui est le summum du compliment. Ouais, mais alors tu vis à l'air pendant pas mal de mois, mais ouais. Alors après justement cette image de fille-garçon, du coup on s'en est servi. Et du coup on a développé une activité autour de la science-fiction. Alors la science dans la science-fiction, comme on fait avec Roland Lehoucq. Et puis les femmes et les hommes dans la science-fiction, on va discuter un peu. C'est avec eux qu'on a démarré cette réflexion. Est-ce que la science-fiction c'est un truc de garçon ou pas? Au départ là, les petites pépettes, c'était un truc de garçon. Et les familles, ça les atteint du coup, ce genre de projet, ils leur en parlent. T'as dit que c'était compliqué la perception pour voir les familles de l'investigation au départ, quoi. Et de ce qui était pratique. Comment ça, à la fin de l'année, les familles ont changé d'opinion? Je t'avouerai que ça c'est le début de ma carrière. Donc je te parle le début de ma carrière. Alors il y a le début de ma carrière et après il y a le début de ma carrière quand je change. Je sais pas si je suis claire. Donc il y a la première phase de ma carrière qui est je démarre le métier, j'essaie de comprendre ce que je fais voilà. Il y a le début de l'enseignement intégré qui est un cap dans ma carrière où là je teste des choses et je change profondément la façon de fonctionner. Mais je me concentre sur la classe parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Et puis il y a la troisième partie où là je m'ouvre vers les familles. Pas que ça, d'ailleurs, j'ai pas fait que ça, mais notamment j'ai une ouverture vers les familles. Donc je t'avouerai que sur cette année-là, ces troisièmes-là, en plus c'est des troisièmes un peu compliqués avec des familles qu'on voyait pas toujours. Je sais pas ce qu'ont pensé les familles. Je sais pas si c'était bien, pas bien. J'ai aucun retour. C'est pas forcément positif. Donc c'est comme ça. J'en sais pas plus que ça. Alors après sur les dernières années, là, ça fait 3-4 ans que j'essaie vraiment de travailler avec les familles, que là, pour le coup, j'ai des retours. Et en fait, c'est comme tout, faut établir une confiance, en fait. C'est-à-dire qu'au démarrage, non. Au démarrage, les familles sont plutôt en mode, mais bien sûr, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Et puis, au fur et à mesure, se rendre compte que c'est sérieux. Que c'est ancré dans les programmes officiels. Moi, je suis très très old school de ce point de vue-là. Je pense qu'il faut rassurer les familles et se rassurer aussi en tant que prof. C'est que les programmes sont pas du tout problématiques en fait. On peut faire plein de très très belles choses avec les programmes. Hein. Et c'est d'ailleurs rassurant quand les familles me disent mais ce projet-là, et que je leur montre la ligne du bulletin officiel. Non mais attendez madame, là je travaille ça. Ah ok, tout va bien alors, tout va bien madame. Voilà. Après, il y a aussi l'effet, tu restes longtemps dans un établissement, donc t'as eu le grand frère, après t'as le petit frère, donc la famille qui voilà, après t'as plus besoin de faire tes preuves, tu dis juste bonjour aux gens dans la rue, ils sont contents de te voir, ils te racontent où on est le grand ou la grande, voilà. Mais c'est vrai qu'au démarrage, il y a besoin de prouver mais je trouve ça, en fait, je pense que c'est une forme d'évaluation en fait, le retour des familles, et c'est important en fait est-ce que ce que tu es en train de faire ça permet vraiment aux enfants d'apprendre, hein, parce que le but c'est pas juste de les mettre en activité, c'est qu'à la fin ils retiennent des choses. Et donc voilà, est-ce que juste ça suffit pas d'ailleurs de juste une super situation de balade, c'est bien, mais après il faut vraiment vérifier que tu leur as permis d'apprendre, quoi. Et par rapport à tes collègues, on n'a pas encore parlé des collègues. Est-ce que tu travailles avec tes collègues? Ouh là là, les collègues. Voilà, pas de médisance sur ce podcast, mais non, mais c'est en fait plutôt des histoires de collaboration que je pense ça t'arrive. Oui, non, mais je dis les collègues parce que c'est un métier, en fait, le système fait que t'es très seul, en fait. C'est-à-dire que tu peux vraiment, au quotidien, être complètement seul avec les élèves, et le système fait que tu peux c'est viable, en fait. C'est viable de jamais parler à un de tes collègues. C'est pour ça que je dis, du coup, comme c'est viable de jamais parler à un de tes collègues, c'est pas facile d'aller parler à un de tes collègues, en fait. C'est pour ça que je réagissais comme j'ai fait. Mais j'ai la chance d'avoir pu travailler avec des jeunes très, 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 très intéressants et très pertinents. Donc oui, si, j'ai pu... ma première collaboration, elle date du début de l'enseignement intégré dans mon établissement, enfin dans mon ancien établissement, avec ma collègue documentaliste.
Emmanuelle Rowe. C'était une rencontre professionnelle extrêmement importante pour moi et pour elle, j'espère. Faire de la science, c'est aussi faire de la biblio et que j'avais une prof au CDI, donc au centre de documentation et d'information du collège, donc à la bibliothèque, quoi. J'avais une prof qui était plutôt dynamique, qui avait plutôt envie de bosser et bosser avec les autres matières, et que c'est un peu punk quand t'es prof documentaliste de bosser avec le prof de sciences, parce que ça va de soi de travailler avec le français, ça va de soi de travailler avec l'histoire géo, mais alors le prof de sciences, t'es vraiment un punk quand tu travailles avec un prof de sciences. Donc du coup, j'avais quelqu'un d'un peu punk en face de moi, qui aussi, je pense, avait du mal à travailler avec d'autres profs. Donc du coup, quand j'avais vu que j'étais prête à essayer, je pense qu'elle était aussi... Il y avait aussi ça, il y a aussi la nécessité, quoi. T'as besoin de travailler, t'as un prof qui veut bien, mais c'est le prof de sciences. Et du coup, ouais, c'était chouette. J'ai appris à chercher, en fait, grâce à elle. En fait, elle m'a appris à faire de la bonne recherche documentaire. Après, j'ai travaillé avec des profs d'histoire géo. Ça, c'est chouette, les profs d'histoire géo. Les maths, ça a toujours été plus compliqué. Je sais pas pourquoi, mais ça a toujours été plus compliqué avec les mathématiques. Et si le PS, j'ai des super séances de co-animation en EPS où tu t'entraînes comme un astronaute avec une super collègue, Marion Albert, si tu nous écoutes. Ouais, on a vraiment fait, ouais. Parce que l'espace, c'est ça qui est chouette, c'est que l'espace est parce que, effectivement, tu l'as dit, je suis un geek de la science-fiction, mais aussi de l'espace. Et la conquête spatiale et toutes les missions spatiales, c'est hyper, tu peux travailler toutes les matières. Donc, c'est vrai que si t'as en face des gens qui ont envie de travailler avec toi, c'est facile, quoi. C'est facile. C'est pas facile de travailler avec l'autre, mais c'est des thématiques porteuses. Ouais, moi j'aurais adoré travailler sur ça au lycée. Je pense que je suis tellement geek aussi que j'aurais accroché dans ta classe. Ouais, bah oui, forcément. J'ai une dernière question, Fatima. Si tu pouvais partir dans le passé et puis t'adresser à toi-même quand t'as débuté, quand t'étais toute jeune enseignante, qu'est-ce que t'aimerais te dire à toi-même? Ouh là là. Jeune enseignante, peut-être me rassurer en me disant que tu fais du bon boulot, même si t'es perdu, tu sais pas trop où tu vas, et t'es sérieux, quoi. T'es quelqu'un de sérieux, et donc du coup tu ne remets pas tout en cause, quoi. Ne remets pas tout en doute. Fais-toi confiance, je pense. Et puis si tu sers à quelque chose, t'inquiète, tu sers à quelque chose. Tu le vois pas tout de suite, mais tu vas le voir, tu sers à quelque chose. Pas à tout le monde, pas tout le temps, mais il y a certains gamins à qui tu vas apporter des choses. Fatima, merci. C'était formidable. Et on va mettre dans les liens sous le podcast ce qu'il faut pour aller voir des sources que tu as écrites, parce qu'il y en a qui sont disponibles pour tout le monde. Et puis des liens vers un peu plein de choses qu'on a abordées. Et merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur iTunes, SoundCloud et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, mais surtout, restez curieux.